Mais voilà, en 87, la droite revient au pouvoir et tout de suite, immédiatement, elle ferme l'antenne de cette nouvelle chaîne de télé en jeans et en basket. C'est avec Childéric, l'animateur le plus aimé de TV6 à l'époque, que nous parlerons de l'échec de TV6. Mais tout de suite, un peu de nostalgie avec Béatrice Massenet. La France n'en avait que 3. Il était temps, mes frères, de passer à la 6. Et il n'était pas le seul à le penser, l'ami Galabru. En 85, à l'initiative de Georges Filiou, le pape français accueille 2 petites nouvelles et privées, la 5 de Berlusconi et TV6, la chaîne musicale des ados, confiée pour 18 ans à un groupe composé de Publicis, Gaumont, Énergie et des maisons de disques. Une téloche à l'anglo-saxonne entièrement informatisée, avec des programmes courts, beaucoup de clips et une tête d'affiche, le remuant Childéric. Un démarrage en fanfare en février 86 et un gros coup de frein un an plus tard. Les 2 chaînes de télévision privées, la 5 et la 6, n'ont plus que quelques mois à vivre, en tout cas sous leur forme actuelle. Car 2 décrets parus ce matin au journal officiel résilient les concessions de ces 2 chaînes de télévision. Même si les débuts de la chaîne ont été plus chaotiques que cathodiques, des génériques d'émissions mais pas d'émissions, tous les gamins, soutenus par les artistes et l'incontournable Jack Lang, descendent dans la rue. Même Childéric, il ne comprend pas. Pendant un an, ça a été une équipe fantastique où on s'est tous marrés. Et moi, je dois dire que j'avais rarement connu une équipe où tout le monde était modifié comme ça. Car avec 8 millions de téléspectateurs et 18 millions à terme, TV6 avait toutes ses chances. C'est la fin d'une aventure, c'est la fin d'une jolie aventure avec une équipe jeune et formidable, avec des téléspectateurs également jeunes et également formidables. Alors, bien sûr, un petit peu de tristesse. Et avec un PDG jeune et formidable, Messi Maurice. En fait, ce qui s'est passé, c'est comme toujours une guéguerre droite-gauche. La gauche s'est dépêchée de mettre au paf toutes ses télés avant les législatives et quand la droite est passée, Chirac a chargé Léotard de faire le ménage. Classique. Pourtant, à 3 mois de la fin, TV6 lance une nouvelle grille de programme et se démarque vraiment des autres chaînes. Mieux, elle se porte candidate à sa propre succession. Mais en février 87, le gouvernement attribue le réseau de TV6 à Métropole Télévision, une chaîne généraliste avec un peu plus de musique que sur les autres pour garder les jeunes. Le 28 février, TV6 lance un dernier message aux terriens avant de disparaître définitivement. Le lendemain, M6 occupait l'écran. Au fait, il est passé où, Childéric ? Il est là, Childéric, il est avec nous sur le plateau du meilleur du pire. Bonsoir, Où ça, Childéric. Où ça, ouais. Childéric, ancien animateur vedette de TV6 et aujourd'hui l'un des responsables de la grosse société de production télé qu'est Grundy. Pascal, je peux lui poser juste une question qu'on doit lui faire 23 fois par jour. Juste avant que tu... Je vais répondre à la question de la dame dans le sujet, qui disait qu'est-ce qu'il a fait juste après. Juste après, il est passé sur l'autre chaîne disparue depuis, TV5. Donc... TV5, dites la 5. Qu'est-ce que tu as fait de tes cheveux? J'ai dit TV5. Mes cheveux sont tombés. Non, c'est à un moment, non, tu vois, genre, c'est une question de mode, c'est une question d'envie, c'est une question de... C'était important les cheveux de Childéric à l'époque. Pour un animateur, oui. C'était un look travaillé ou parce qu'au début tu avais les cheveux courts et à la fin, c'est parce que tu n'as pas eu le temps d'aller chez le coiffeur pendant 12 mois. Je crois que tout ce qu'on a fait dans cette période, si on prend la période de TV6, ou moi tout ce que j'ai fait dans ces années où j'ai été aux Enfants du Rock à TV6 et à la 5, donc en tant qu'animateur, c'était des trucs qui étaient spontanés et absolument pas travaillés. Et j'ai l'impression que c'était une caractéristique de ce milieu des années 80. C'était un peu du bricolage, mais sympathique. Oui, très très sympa. Alors on vient de le voir, ça a duré un an, l'expérience TV6, février 86, février 87, grosso modo. Est-ce que c'est une chaîne qui a pas eu le temps de s'exprimer, qui a été un peu tuée dans l'œuf, ou est-ce que c'est vraiment l'échec, un an plus tard, d'une vraie chaîne qui commence à exister, qui avait ses programmes, etc. Dans l'histoire mondiale de la télévision, c'est le seul cas de chaîne de télévision arrêtée par le pouvoir politique. C'est le seul cas. Enfin, en démocratie, j'entends. Parce que dans les dictatures, c'est arrivé. Et la 5 ensuite, quand même. Ah non, non, la 5, c'est une faillite. Ouais. C'est pas le pouvoir politique qui arrête. C'est pas une décision arbitraire. C'est pas une décision arbitraire. Là, il s'agissait d'une décision arbitraire. Bon, maintenant, c'est la... Est-ce que la chaîne avait eu le temps de se développer? En fait, c'est la question. La chaîne on entend souvent dire qu'il n'y avait pas encore, enfin jusqu'à en tout cas octobre 86, 3 mois avant la fin, il n'y avait pas vraiment d'émissions, etc. Comme le dit la personne qui a fait le sujet, 3 mois avant la fin de la chaîne, il y a eu une grille dans laquelle on a retrouvé des films, dans laquelle on a retrouvé des séries. Et donc, c'était plus qu'un robinet à clips. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a sur le câble des chaînes qui ont tout ce qu'on avait, nous, envie, à l'époque, d'avoir sur TV6.
Et dont vous étiez, sur lesquels vous étiez au bord de réussir. C'est-à-dire qu'il y avait un format qui se mettait en place. Mois de plus, c'était une vraie chaîne de télé. Il y avait un format qui se mettait en place. C'était pas une chaîne musicale, c'était la chaîne des jeunes. C'était une chaîne qui était destinée aux, on va dire, 14, 34 ans selon les tranches horaires. Donc ça veut dire qu'on y retrouvait certaines choses qui aujourd'hui sont sur MCM, certains programmes qu'on peut retrouver sur Jimmy. Ou sur Série Club, certaines séries, on a rediffusé Destination Danger, par exemple, la série qui avait précédé Le Prisonnier. Oui. Le premier film de TV6, c'était Le Monstre du Lac, ô combien culte. Bon, voilà. Ce qui est assez marrant, c'est de s'imaginer cette chaîne, parce qu'en fait, vous saviez déjà, fin 86, que ça allait s'arrêter, que vous aviez de forts risques que ça s'arrête, et vous avez quand même continué à bosser, comme si de rien n'était. Vous avez même lancé une grille avec de l'argent, j'imagine, et des programmes. Il y avait vraiment une volonté de montrer au pouvoir politique que les menaces, ça marchait pas, et que vous continuiez malgré tout? Je vais dire que c'est pire que ça, c'est que quand on a démarré la chaîne, on savait qu'il y avait peu de chances pour que cette chaîne dure longtemps, puisque les élections ont eu lieu en 86, et que après une période où il n'y avait que des clips et un casting à l'antenne, la grille a démarré le 1er avril 86, et la chaîne, effectivement, a ensuite vécu jusqu'au 28 février 87. On a dit que c'était la chaîne des copains de tonton, après qu'il ait donné à Rousselet au Canal+. Est-ce que tu étais un copain de tonton? Je ne connaissais pas le président. Ni Mazarine? Ni Mazarine. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu un vrai choix politique de Parti socialiste d'offrir, entre guillemets, ce 6e réseau à ses amis dans le monde de la finance? Évidemment, on pense à Publicis, on pense à Gaumont, on pense à Énergie, etc. Alors, soyons très clairs. Au démarrage, on a reproché à TV6, et ça a été ça l'argument politique pour supprimer TV6, ça a été de dire il n'y a pas eu d'appel d'offres, donc la 5 et la 6 dehors. Moi, j'étais aux Enfants du Rock quand TV6 a été attribué au tour de table qui a fait TV6. J'étais sur Antenne 2 à l'époque. Et j'étais animateur-producteur salarié par la chaîne 100 ans. C'est-à-dire beaucoup moins riche que beaucoup moins riche. D'accord. Je peux même dire le salaire, c'était 5 500 francs par mois. Ah, le même que nous à Jimmy. Voilà. Et à ce moment-là, moi, je lisais ça, je faisais très très attention puisque c'était la chaîne des jeunes, donc j'étais dans la cible, donc ça me concernait. Et il y avait deux projets. Un projet qui était porté par RSCG, UGC et ITFM. Et puis, en face, une boîte de pub, un diffuseur de films et une radio, un groupe de radio. On va dire ça. Et alors, un copain de tonton également, puisque ces gars-là, à l'époque... Absolument. En tout cas, et alors, en face de ça, et à l'époque, RSCG était numéro 2 ou 3 de la publicité en France, puisqu'il n'y avait pas encore eu la fusion avec Havas. Bon, ça c'est un côté. Et puis de l'autre, on a le numéro 1 de la pub à l'époque, qui est Publicis. On a le numéro 1 en radio, c'est-à-dire qu'on n'a pas ITFM, qui est une radio régionale, on a Énergie. Et on a le leader de la distribution et de la production cinéma, qui est Gaumont. Mais en plus, on a tous les producteurs de disques, ce qui est important pour une chaîne qui va à 60% minimum de sa programmation dans son cahier des charges est une chaîne musicale. Donc, si là, il n'y a pas un appel d'offres, il y a en tous les cas deux projets et ça ressemble bien à un appel d'offres, et il y a un choix qui est totalement logique. Alors qu'après, effectivement, Maurice Lévy a été plus brillant pour convaincre les instances que ne l'a été Séguéla. Peut-être, Séguéla s'est vengé après. Tu veux dire son beau-père pendant les déjeuners, Robert Badinter, son beau-père pendant les déjeuners de famille le dimanche? Je ne vais pas dire que je ne savais pas que Robert Badinter était son beau-père, mais je ne sais pas si ça a vraiment eu, s'il y a vraiment eu, oui peut-être. En tout cas, paradoxalement, c'est peut-être pas ce qui a fait la naissance de la chaîne, c'est ce qui a fait sa mort, puisque en tout cas, toute l'année, la droite a accusé TV6 d'être une chaîne de gauche. Absolument. Est-ce que pendant toute cette période où vous avez commencé à créer des programmes, etc., il y avait le glaive au-dessus de la tête, mais est-ce que vous êtes franchement dit à des moments, on pense que la droite ne prendra pas cette décision parce qu'on est devenu trop fort, parce qu'on existe, parce que les jeunes nous aiment bien? Non, mais je pense qu'il y a eu quelque chose qui a précipité le mouvement. Ça a été les manifestations étudiantes de la fin de 86, qui ont été contre Devaquet notamment. Voilà, qui ont aussi été le révélateur d'un grand malaise et d'une rupture entre le gouvernement 86-88 et la jeunesse de 86-88. On se disait, les jeunes n'existent plus, il n'y a plus de mouvement. Et c'est vrai que 86, ça a étonné tout le monde.
Et ce mouvement de 86, il a un petit peu suivi, ou était suivi par TV6, parce qu'on avait cette émission quotidienne où on avait des téléspectateurs en ligne qui appelaient pour poser des questions sur la vie des stars, sur les machins, et qui pendant 15 jours, tous les jours, appelaient les vedettes qui étaient à l'antenne pour leur parler de ça, parce que c'était le truc qui les concernait. Et je me souviens de Michel Sardou, à l'antenne, avec un gamin qui l'appelle en disant c'est scandaleux, et la veille il y avait eu les fameux tirs tendus devant les Invalides, et d'un gamin qui appelle Michel Sardou en lui disant qu'est-ce que t'en penses, et Michel Sardou dit si j'avais un fusil chez moi je descendrais dans la rue, tirais sur la CRS. Et là on était dans une autre dimension. On était dans une autre dimension. Donc en fait TV6 était un peu quelque part le miroir de ce qui se passait chez les jeunes, et ça a été d'autant moins supporté par le pouvoir de droite. C'est beau ce que tu viens de dire. Oui, c'est assez beau, je dois dire. Non, c'est vrai, c'est beau. Prenez des notes. Ou peut-être qu'effectivement, on s'inspirait parce qu'on se nourrissait de la culture des 12-34 ans. Est-ce que je dirais que l'échec de TV6, c'est pas aussi l'échec de tout un système de mise en place de médias et de télé, de radio dans les années 80? C'est-à-dire à la fois le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est la libéralisation des ondes, la dérégularisation. Dérégularisation, c'est beau à dire, mais c'est dur à dire. Dérégulation. Merde, dérégulation. Ouais. Merci, Pascal. Dérégulation. Mais à la fois, le pire, c'est l'attribution copinage, c'est l'introduction du pouvoir politique, etc. L'ingérence permanente. Enfin, c'est deux phases de ce qu'ont été les médias sous les socialistes et sous la droite pendant les années 80. Est-ce que TV6 n'a pas cristallisé ça, n'a pas été le symptôme de ça? Je crois surtout que TV6 était très en avance parce que contrairement à toutes les autres chaînes qui étaient généralistes et fédératrices, donc qui étaient bâties sur un vieux système, sur un système issu des années 60, c'est-à-dire le média doit communiquer pour les masses. Pour la première fois, on avait une chaîne qui était ciblée, c'est-à-dire qu'en fait, TV6 est la chaîne qui a été la mère de toutes les chaînes thématiques françaises qu'on retrouve aujourd'hui sur le câble. Et elle était destinée effectivement aux jeunes. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas eu d'erreur de gestion à TV6. Le budget était tout petit. C'était un budget équivalent à aujourd'hui celui d'une petite chaîne du câble. Et les recettes correspondaient aussi au budget d'exploitation. Voilà. Les chaînes du câble thématiques, elles existaient à l'époque, on commençait à en parler, à les créer, etc. Il y a eu le plan câble en 83 lancé par Mexando. Est-ce que ça n'a pas été aussi une erreur politique de lancer TV6, qui est une chaîne thématique, tu viens de le dire, sur le réseau hertzien, et ça n'a pas été une des raisons qui font que en France, le câble marche mal? Une erreur ou un avantage politique. C'est-à-dire qu'effectivement, le parti, la coalition au pouvoir, ou qui a envie de séduire les jeunes, donne une chaîne aux 15-34 ans. Et ensuite, qui n'a rien à foutre de cette cible-là, reprend la chaîne pour la réattribuer autrement. Sachant que, je tiens quand même à dire, parce que depuis tout à l'heure, finalement, je me retrouve à défendre TV6, je tiens quand même... C'est normal. Oui, bien sûr, parce que j'y ai cru et parce que c'est un truc vachement bien. Mais je tiens quand même à dire qu'aujourd'hui, M6 est une chaîne qui a sa place dans le PAF et qui est extraordinairement bien faite. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas les mettre en opposition. Il se trouve qu'il y avait un réseau qui, pour des raisons politiques, a ensuite été distribué à une chaîne un peu plus fédératrice et un peu plus généraliste. Est-ce qu'on a eu du mal à retrouver, là, en travaillant sur le sujet, des audiences de l'époque? Est-ce que, sincèrement, il commençait à y avoir de l'audience? Il y avait déjà pas mal de foyers français qui pouvaient recevoir TV6 à la fin de l'année 86. Non, mais la mesure d'audience était absolument imprécise. À l'époque, il y avait 3 instituts qui se bagarraient. Il y avait effectivement Médiamétrie, mais il y avait aussi Nielsen et la Sofres. Donc on avait 3 sources d'audience et de sondage. Je me souviens qu'à l'époque, on mesurait en initialisé et on avait des scores qui étaient extrêmement différents selon les instituts, de l'un à l'autre. Ou les modes de calcul. Voilà. Donc, mais est-ce qu'il y avait quand même une courbe en progression? Est-ce que le matin, de temps en temps, vous disiez ça a l'air de prendre? On regardait très peu les audiences. Ouais. En revanche, il y avait, et ça c'était l'héritage de Publicis, ou le cadeau de Publicis dans TV6, il y avait une équipe de marketing qui travaillait surtout sur la satisfaction des téléspectateurs potentiels. Donc, il y avait un standard permanent d'une vingtaine d'étudiants qui appelaient sans arrêt les 12-34 ans. Alors heureux, tout ça. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qui vous a plu, etc. Et c'est vrai qu'on était plus attentif à l'indice de satisfaction de nos téléspectateurs qu'à notre degré réel d'audience, d'audimat à l'époque.
parce qu'on savait que c'était l'indice de satisfaction qui ferait les audiences 4 ou 5 ans C'est après. d'ailleurs la politique aujourd'hui, qui est celle des chaînes du câble, qui se soucient eux aussi davantage de la satisfaction de leurs téléspectateurs que du nombre. Mais pour d'autres raisons, parce que tu achètes le câble, alors que là, c'était une chaîne qui arrivait gratuitement et hertzienne. Simplement, là, c'était pour construire l'audience. On était juste avant le rachat de TF1 par le groupe Bouygues et juste avant la folie de la 5, de la guerre des chaînes, de la guerre de l'audience, etc. Donc, je pourrais revenir pour vous parler une autre fois. Ouais. Quelle était l'ambiance dans TV6, Childéric, pendant toute cette année, malgré cette épée de Damoclès? C'était la folie, c'était génial, c'était une bande de copains, on était tous mal payés, mais faut quand même mal payés, ça veut dire quoi? Moi, je gagnais, pour animateur vedette de la chaîne, je gagnais 10 000 francs par mois. Il avait doublé depuis les enfants du rock. rock. Entre les enfants du rock. Mais aux enfants du rock, c'était normal, je débutais vraiment. Cela dit, il y avait quand même Jean-Luc Delarue, Olivier de Rangeon, Alain Manval, il y avait moi, il y avait Blanc Francard qui était notre patron, il y avait Annie qui faisait la programmation, etc. On était une espèce de bande. Blanc Francard qu'on avait invité mais qui n'a pas pu venir. Voilà. Il y avait également Michel Badinter qui aujourd'hui dirige les programmes de Planète. Et donc on était toute une bande de fous, quoi. On avait 22 ans, 23 ans, 24 ans. On avait des bureaux sur les Champs-Élysées. On garait nos bagnoles pourries de 2 chevaux et autres. Non, sur le trottoir des Champs-Élysées. Et vraiment, c'était une période d'insouciance où on rigolait et où on fonctionnait à l'enthousiasme. Comment expliquer qu'ils aient... il y a eu parce que TV6 a été candidate à sa succession. Ouais. Bon, M6 a gagné. Comment expliquer que M6 n'ait pas un peu puisé dans les quelques personnages qui avaient émergé sur TV6? Et notamment, pourquoi ils n'ont pas repris Childéric, par exemple? Et ensuite, est-ce que tu leur en as voulu de ça? Pas du tout. Et pourquoi tu t'es... Je me suis coupé les cheveux. Pas du tout, parce qu'en fait, moi, j'ai pas eu de contact avec M6 immédiatement après la fin de TV6. Je crois que c'était logique, parce qu'à l'époque, quand même, moi, j'étais passionné, je vivais une aventure et j'ai tiré à boulet rouge sur ce qui arrivait. On a vu des images de la manif, on était 35 000 selon les organisateurs, 10 000 selon la police, pour reprendre la formule consacrée, à avoir coupé les Champs-Élysées, à avoir manifesté. Tu ne pouvais pas le lendemain démarrer. Donc tu as quand même coupé quelque chose. Et puis moi, en plus, ce qui s'est passé, c'est que j'ai démarré sur Radio Monte-Carlo à ce moment-là, et j'ai eu immédiatement une proposition de la 5, l'après-midi. Et j'ai eu immédiatement une proposition de la 5, donc bon voilà, il n'y avait pas de place pour, ou pas de raison pour que j'aille sur M6. On parle un petit peu de toi, parce que c'est vrai que l'échec de TV6, c'est aussi l'échec de Childéric en tant qu'animateur qui s'est arrêté. Enfin, tu n'as J'ai fait un an sur la 5. Tu as fait un an sur la 5, mais bon, globalement, on a l'impression que ça a été comme une rupture un peu nette, qu'il n'y avait plus le truc, quoi, qu'il y avait une espèce de machin qui marchait moins, peut-être moins d'envie. Est-ce que ça, c'était à mettre au crédit avant du Childéric d'avant TV6, c'est-à-dire pas une si grande envie que ça de faire de la télé peut-être, ou est-ce que c'est vraiment l'expérience de la 6 qui a cassé quelque chose? Je suis retombé il y a quelques semaines sur une coupure de presse où on m'interviewait, c'était au lancement de TV6, et on me disait « Alors vous êtes animateur ?» Et je dis « Oui, par accident, et ça ne durera pas longtemps. Je ferai sûrement autre chose d'ici à la fin de l'année. » D'ici à la fin de l'année, ça a duré encore 2 ans. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu de réflexion aux Enfants du Rock, puis à TV6, puis à la 5 sur je vais être un grand animateur et voilà ce que je vais faire. Non, en revanche, la télé m'intéressait, la radio m'intéressait, les médias, je venais de la presse. Donc voilà. Il n'y a pas eu du tout de rancœur ou de dépit à la fin de ce truc. Bien sûr, le lendemain, j'ai pleuré toute la journée. Je suis resté dans mon lit à regarder M6 démarrer sous ma couette, à avoir débranché le téléphone. Il y a eu une grosse journée de déprime. Et puis le lundi, je me suis dit, allez, on se bouge. Voilà, c'est tout. Oui, il y a eu une sorte de deuil, mais attends, on l'a tous eu. Hein. À ce moment-là, on se voyait beaucoup avec les gens que j'ai cités avant, avec Delarue, avec Manval, etc. Et c'est vrai qu'on avait tous la haine de ce qui venait de se produire. On se disait, mais comment les quotas européens agricoles ont-ils eu la peau de cette chaîne? Mais ça vous a plutôt poussé aux fesses qu'autre chose, en fait, les uns et les autres. Oui, je crois que chacun est allé dans la direction qu'il avait envie. Enfin bon, après, c'est des destins. C'est des destins, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de destins qui, en un an, se sont croisés dans ces petits bureaux qui étaient sur les Champs-Élysées et qui avaient tous un truc en commun, c'est qu'ils découvraient les médias et qu'ils avaient une passion.
Est-ce que tu es devenu depuis producteur de télé? C'est pour ça qu'on se tutoie tout à l'heure, parce qu'on Oui. un métier dans lequel on se On retrouve. s'est tutoyé depuis le début. Non, on s'est tutoyé depuis le début. Est-ce qu'il t'arrive parfois de te dire si TV6 existait encore aujourd'hui, je pourrais y faire des émissions en tant que producteur que je ne peux pas faire ailleurs et finalement il n'y a pas eu quelque chose qui a vraiment Ah oui, pris en la tant que suite? producteur, bien sûr. Avec moins d'argent, avec moins de budget, mais des choses que personne d'autre n'oserait mettre à l'antenne. Encore aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, moi je travaille dans une société qui est le premier producteur de télévision mondial non américain. Qui s'appelle Grandi. On en est très fiers de ne pas être américain et d'être les premiers. On est culturellement dans chaque pays indépendant et c'est vrai qu'on se retrouve régulièrement pour réfléchir à des concepts, proposer de nouveaux trucs, etc. C'est vrai que très souvent, je me dis non, ça c'est une excellente idée, mais aujourd'hui il n'y a pas une chaîne hertzienne ou une grande chaîne qui accepterait ce programme-là. Hormis le fait de se dire, et en France non plus. On s'était un petit peu dit ça au début du Meilleur du Pire, nous aussi. Ouais. Et donc ça c'est c'est quand même un regret de se dire que si cette chaîne avait pu se développer, croître normalement, aujourd'hui elle existerait avec un vrai espace de liberté qui persisterait. Oui, je pense que cet espace de liberté il existe aussi ailleurs. Je pense qu'il existe un peu sur MCM, un peu sur Jimmy, etc. Chacun Ça c'est le câble, oui, c'est pas le câble. l'hertzien. Sur l'hertzien aujourd'hui, ah non, sur l'hertzien il n'y a pas la place pour... Mais il n'y a pas la place non plus pour des programmes ciblés comme ça. Il n'y a pas la place pour des programmes qui, aux grandes heures d'audience, aux heures de prime time, vont s'adresser exclusivement aux 20-34 ans. Quand tu regardes, comme on l'a vu, les habillages, les bandes annonces, les génériques, etc., tu trouves que ça a vieilli le ton Ça me fait rire, je ne me TV6? souvenais pas de Gaël Labru. Bah oui, ça a vieilli. C'est le début, Gaël Labru. Oui, mais bien entendu que ça a vieilli parce que c'était le début de la palette graphique. Le logo, c'était un des premiers logos de chaîne qui était fait à la palette et plus en animation sur cellulo. On a tout essayé, on avait une toute petite régie, on était en direct en face d'ici. On avait un plateau de 60 mètres carrés qui était un petit peu plus petit que le vôtre, vous êtes riche, vous. Voilà. Nous, on a vu grand. Il est déstabilisant, hein, votre décor, on ne sait plus où est l'horizon. Il est assez chaviré. Childéric, merci. Il y aura une chose qu'on a appris sur toi aujourd'hui et une chose qu'on n'aura pas appris. La première, c'est que tu adores RTL Lorraine. Et la seconde, c'est qu'on ne saura pas pourquoi tu t'es coupé les cheveux. Ça s'appelle plus RTL Lorraine. Hein. Non, mais ça s'appelait comme ça. Et on ne saura pas pourquoi tu t'es coupé les cheveux. Et vous, pourquoi vous aviez les cheveux longs il y a quelques années? Ouais, c'est vrai, mais je sais pas, parce que moi je les perds un peu. En tout cas, la cravate te va très très bien. Childéric, merci en tout cas. Merci à vous. Bonne chance avec Grandi, mais je crois que vous n'avez pas besoin de chance, que ça marche très très fort pour vous. Et puis peut-être un jour, devant la caméra, non? Peut-être. J'ai pas un petit rêve comme ça, pas du tout fini. On ne doit jamais dire jamais, mais pour l'instant, ça ne me tente pas encore. Ok. Merci d'avoir joué le jeu du meilleur du pire. Salut. Salut, à bientôt.